Bonjour. Je suis ravie de participer à cette manifestation d'International AIDS Society et j'étais chargée de parler de l'expérience régionale dans l'optimisation de l'accès aux soins et l'appui à l'observance, et je vais présenter l'expérience marocaine et plus précisément l'expérience Marrakech. Alors, vous savez très bien que l'infection à VIH est une pathologie chronique qui nécessite la prise en charge à vie. Et il y a l'importance de la qualité de la prise en charge et de l'observance thérapeutique qui favorise le maintien des patients vivant avec le VIH dans le circuit de prise en charge. Aussi l'importance de la médiation thérapeutique et de l'appui psychosocial qui vont créer un lien très important du patient vivant avec le VIH, avec les soins de santé, parce que c'est le garant d'une observance thérapeutique supérieure, aussi bien pour améliorer le pronostic du patient et pour lutter contre cette pandémie et lui mettre fin avec une suppression maintenue de la charge virale VIH. Avant de commencer, dans le vif sujet, je vais vous donner juste un aperçu épidémiologique de l'infection à VIH au Maroc. Donc, l'épidémie, il a commencé avec le premier cas en 1986. Il n'a pas cessé d'augmenter pour arriver à un niveau plafonné et stable depuis les années 2010. Et dernièrement, on commence quand même à observer une légère baisse des chiffres épidémiques de cette infection au niveau du Maroc. Et on arrive à la fin de 2022 avec une file active qui atteint 21 500, une faible prévalence qui avoisine 0,07%. Et c'est vrai que c'est une faible prévalence, mais c'est une prévalence qui est très variable dans les populations à risque. Et vous voyez ici à gauche qu'il atteint jusqu'à 4% chez les professionnels de sexe en 2019 dans la région dont je fais partie, c'est-à-dire Marrakech. Il atteint presque 5% à Agadir pour les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Ça arrive jusqu'à 7% à Agadir toujours parmi les migrants et jusqu'à 14% ici en bas, on adore chez les patients usagers de drogue par voie intraveineuse. Et c'est une épidémie qui est concentrée dans 4 régions. Vient en tête la capitale économique du Maroc, qui est le Grand Casablanca, avec 30% des personnes vivant avec le VIH de la file active marocaine. Et Marrakech, vous voyez qu'on a 16% de patients vivant avec le VIH qui proviennent de Marrakech, qui est ma région. Et la file active de Marrakech, il est suivi dans 3 centres qui existent dans la ville, aux alentours d'un total de 2800 patients, et dans la moitié au niveau de CHU dans lequel j'exerce. Alors, le Maroc, il a adopté aussi les objectifs 95-95-95, les 3 objectifs, c'est-à-dire que faire un dépistage de 95 de personnes vivant avec le VIH, pouvoir traiter parmi eux 95%, et parmi ceux qui sont traités, arriver à maintenir et à supprimer la charge virale chez 95% des personnes. Et le Maroc, il a pu arriver à réussir ce challenge concernant les 2 derniers objectifs. Reste quand même à faire des choses pour le premier objectif qui est le dépistage. Et si on est arrivé là, c'est grâce à la disponibilité du test rapide qui doit être disponible, que ce soit dans les grandes structures hospitalières, comme ça doit être aussi disponible dans les centres de santé de base, et aussi d'assurer l'autotest aussi peut être un moyen très important de dépistage des gens pour les mettre dans le circuit de soins. Et il ne faut pas se baser essentiellement seulement sur les campagnes de dépistage, mais le dépistage doit être une affaire continue au cours de toute l'année, et surtout dans les populations à risque et les populations vulnérables, à savoir les professionnels de sexe, les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, et les usagers de drogue, et aussi les immigrés. Aussi,
Il faut simplifier dans la prise en charge, la confirmation pour accélérer la mise et le démarrage de la trithérapie. Ainsi, au Maroc, on ne fait plus la confirmation par le Western blot, mais on fait déjà d'emblée, après un test VIH positif, la charge virale qui est associée au bilan initial. Déjà pour avoir un résultat rapide et aussi dans la commission de pilotage de la prise en charge, on a opté pour de retenir 2 tests rapides positifs parmi la population et risque comme confirmation de l'infection à VIH et le patient devient légitime au démarrage de la trithérapie. Chose plus importante, c'est que pour la femme enceinte, une fois qu'un test rapide et positif, c'est une indication à démarrer la trithérapie pour diminuer le risque de transmission materno-fétale et bien sûr lancer le bilan et en l'attendant, on a déjà commencé la trithérapie. De même, vous voyez que tout cela, c'est pour raccourcir le délai de la première consultation et de la confirmation nécessaire pour démarrage de la trithérapie. Sans oublier que les patients qui nécessitent l'hospitalisation, il doit être assuré en urgence, ou d'ailleurs, c'est ce qu'on fait dans le service des maladies infectieuses au CHU Mohamed VI, c'est que la garde, il est assuré 7 jours sur 7 jours et 24 heures sur 24. Un malade VIH positif qui vient au service, soit à partir des urgences, soit envoyé par un collègue, soit envoyé par les ONG dans l'association de lutte contre le sida avec laquelle on travaille et il est automatiquement hospitalisé s'il y a indication à l'hospitalisation et c'est parmi ces choses-là qui vont permettre d'aboutir à ces objectifs 95-95-95. Alors, aussi au Maroc, on a simplifié le bilan initial nécessaire pour démarrage de la trithérapie. Donc, j'ai déjà dit comme quoi on se contente de la charge virale au lieu de Western blot. Et vous voyez qu'on s'est contenté d'un bilan indispensable minimum parce que les autres bilans ne sont pas disponibles dans tous les hôpitaux. Donc, c'est pour ça, pour ne pas retarder la prise en charge des patients. Et vous voyez que même aussi concernant le dépistage de la tuberculose qui est systématique chez tous patients infectés par le VIH, si l'examen clinique il s'est révélé normal. Le fait qu'il n'a pas encore fait de radiothorax, ça ne doit pas retarder en aucun cas la mise en route de traitement ARV. De même, dans les bilans recommandés, quand on est amené à demander la recherche de la tuberculose dans les expectorations, le GeneXpert commence à remplacer la bacilloscopie, ce qui permet une sensibilité très importante de résultats et aussi le délai d'obtention de résultats, il est très raccourci. Tout cela dans le but de raccourcir le délai entre le dépistage et la confirmation et la mise en route de la trithérapie. La même chose, on a beaucoup simplifié le bilan de suivi immunovérologique de l'infection à VIH et vous voyez dans la rythmicité des bilans, donc pour la charge virale, c'est un moyen aussi bien de confirmation que de savoir un niveau de base à partir duquel on va partir. Donc, il faut la faire initialement, 3 mois après, 6 mois après et 1 fois par an. Et cette charge virale même, quand on va voir qu'il sera le seul moyen de surveillance quand on arrive à une stabilité immunovirologique. Alors, cette charge virale, il était à multiplier pour la femme enceinte, qui doit être réalisée plus qu'en dehors de la grossesse et à la 36e semaine pour décider de la voie d'accouchement. Alors, pour les CD4, aussi simplifier le suivi. Donc, on commence à M0, M6, puis 1 fois par an jusqu'à ce que le taux de CD4 dépasse 350 et au-delà, on va se contenter que de la charge virale pour le suivi sans demander
par la suite les CD4. Alors maintenant, concernant le démarrage des ARV, donc pour atteindre le deuxième objectif qui est de traiter 95% des patients qui ont été dépistés, il est très important de démarrer précocement les ARV juste après la confirmation. Et ce qui est idéal, c'est de les commencer le jour même où on obtient la confirmation, sinon au cours de la semaine. Et au niveau des services des maladies infectieuses, on a veillé à ce que dès qu'on réalise la charge virale, une semaine après, le patient il a un rendez-vous une semaine après au maximum pour venir. Comme ça, la charge virale, il est là, on a la confirmation et on démarre la thérapie. Et aussi, ça c'est pour les patients asymptomatiques. Pour les patients qui ont des infections opportunistes, aussi, ce n'est pas une raison pour retarder la mise en place des antirétroviraux, sauf dans deux situations seulement, c'est la cryptococcose et la tuberculose. Et dans les recommandations marocaines, pour la tuberculose, et quand il s'agit de localisation neuroméningée, il faut attendre 4 à 8 semaines pour démarrer. Et quand il y a une tuberculose en dehors de l'atteinte neuroméningée, il faut démarrer les antibacillaires dans les 2 semaines suivant la mise en route du traitement antibacillaire. Aussi, pour la méningite à crypto, il faut attendre quand même 4 à 6 semaines après le démarrage de traitement de la cryptococcose pour démarrer les antirétroviraux. Et cela, ces deux exceptions de retarder le traitement antirétroviral pour ces deux infections opportunistes, c'est pour éviter le syndrome de restauration immunitaire qui peut être parfois grave et mortel chez les patients infectés par le VIH. Alors, une chose très importante dans la prise en charge des patients vivant avec le VIH, c'est la dispensation multimois des antirétroviraux qui a été fortement recommandée par l'Organisation mondiale de la santé parce qu'il améliore l'adhésion aux soins et parce qu'il permet aussi de décongestionner les services cliniques, surtout avec des files actives très importantes, comme c'est le cas de Marrakech, et aussi d'éviter à ce qu'il y ait quand même des pertes économiques, c'est-à-dire des coûts supplémentaires pour le patient s'il se déplace plusieurs fois dans le centre de prise en charge. Et ça permet aussi de rattraper le temps perdu, que ce soit pour le travail, que ce soit pour l'école, lutter contre l'absentéisme scolaire pour les enfants. Et ce qu'on a remarqué, c'est que c'était une pratique, lors d'un audit qui a été réalisé, c'était une pratique qui a été lentement adoptée par les praticiens marocains. Et surtout, il s'est révélé très capital pendant la pandémie Covid où les patients ne pouvaient pas se déplacer dans les centres de prise en charge. Donc, ils ont bénéficié de cette dispensation multi-mois des ARV. Mais pour homogénéiser les indications de livraison de cette dispensation multimois et pour la cadrer, il y a eu la sortie dans la fin de 2023 des lignes directrices marocaines nationales sur cette dispensation multimois qui précisent dans lesquelles on peut la réaliser. Donc, il y a des critères qui sont liés à l'observance des patients. Donc, pour la donnée, il faut qu'il y ait que le patient ait quand même une bonne observance de traitement. Il faut que ce soit quelqu'un qui respecte ses rendez-vous, qui a une bonne stabilité sur le plan psychosocial, un entourage ou bien une stabilité, et qu'il a la capacité de gérer ses médicaments avec un entourage familial et qui est capable de comprendre ce que ça veut dire l'observance à long terme. Donc, il doit être quand même entouré et de la médiation thérapeutique et d'un appui psychosocial. Ça, c'est le côté concernant l'observance. Le deuxième critère qui intervient dans l'éligibilité de cette dispensation, c'est que les critères ont rapport avec sa stabilité immunovirologique
sous traitement ARV. Donc, au moins, ça doit être quelqu'un qui est depuis au moins 1 an sous thérapie et c'est quelqu'un qui a quand même un succès immunovirologique avec une charge virale indétectable et un taux de CD4 qui dépasse 200 et en absence d'infection opportuniste, parce qu'en cas d'infection opportuniste, on a besoin d'un suivi rapproché pour surveiller l'évolution de cette infection opportuniste. Aussi, cette dispensation multi-mois, il peut être donné même aux enfants et on respecte des critères que ça doit être au-delà de 2 ans, et stable sur le plan immunovirologique, absence de comorbidité, bon entourage familial, bonne observance. Et ce qu'on a exclu de cette dispensation multi-mois, c'est essentiellement les femmes enceintes et en postpartum parce qu'elles nécessitent quand même un suivi rapproché et quand il y a une condition médicale qui nécessite un suivi rapproché. Alors, comment on fait? Donc, une dispensation multi-mois, c'est une dispensation à partir de 3 mois de traitement ARV. Et vous voyez que déjà, on peut la commencer à partir de M3 après la mise en route de traitement ARV. Et à partir de M3, on lui donne 3 mois, il va venir à M6, puis 3 mois, il va venir à M9. Et à partir de là, si tout va bien, s'il répond aux critères, on peut délivrer jusqu'à 6 mois de traitement antirétroviral. Mais malgré ça, il faut quand même garder une certaine souplesse, c'est-à-dire qu'il faut respecter les préférences de certains patients qui refusent ces dispensations de multi-mois, peut-être parce qu'il s'agit d'une grande quantité de traitement et qu'ils ne sont pas capables de la gérer, peut-être qu'ils veulent la discrétion, ils ne veulent pas que leur famille soit au courant de ce qu'elles prennent, ou bien qu'ils habitent avec des amis ou des colocataires, ils ne veulent pas à ce qu'ils savent qu'ils sont VIH positifs. Dans ce cas-là, même s'ils répondent aux critères d'éligibilité, il faut respecter leur choix et donner la quantité qui est adaptée à leur situation. Et aussi, parfois, cette dispensation multi-mois, elle peut être au-delà de 6 mois de la thérapie. Parfois, on est arrivé à donner 9 mois de traitement ou 12 mois, c'est-à-dire une année de traitement pour des patients qui se retrouvent dans des situations particulières, comme des stages à l'étranger, des patients qui travaillent à l'étranger et qui ne sont pas suivis dans les pays d'origine. Parfois, on a des malades qui travaillent au Moyen-Orient, ils ne veulent pas se faire suivre et être connus là-bas. Il y a des personnes qui sont suivies, des étudiants qui sont suivis dans notre centre et qui partent pour un stage, ils ne veulent pas que ça soit reconnu dans le pays qui les accueille. Donc, on était amené à leur donner une grande quantité de traitement, soit que, et parfois même si leur famille ou leur connaissance qui vient la chercher au niveau du centre pour leur être envoyé par la suite. Mais aussi, il faut faire très attention à l'état de stock, de ne pas tomber dans la pénurie. Et quand on n'a pas assez de stock, il faut prioriser ces dispensations multi-mois pour les patients qui arrivent, qui vivent loin du centre hospitalier. Ils doivent être priorisés. Et bien sûr aussi, il faut que ça soit entouré de la médiation thérapeutique, de la communication, de l'information sur comment la gérer, comment la stocker, comment l'utiliser. Et en cas de moindre souci, de ne pas hésiter de consulter le centre référent avant même la fin de cette dispensation. Alors, la délivration de cette dispensation multi-mois, elle peut se faire soit au niveau des consultations ou bien en dehors de la consultation. Parfois, il peut être délivré même si le patient ne soit pas vu par le médecin, soit par l'infirmier, soit par la médiation thérapeutique, soit par envoyer directement aux patients. Il nous arrive à ce que des patients nous appellent pour nous dire « je ne peux pas venir à la consultation » ou « là, j'ai épuisé mon traitement avant, donc est-ce que vous pouvez me l'envoyer ?» Ça nous est arrivé déjà de l'envoyer et c'était une pratique qui a été très importante lors des moments de confinement total pendant la période Covid.
Alors, la médiation thérapeutique, c'est un volet très important dans la prise en charge des patients vivant avec le VIH parce qu'il améliore l'observance, il maintient les patients dans le parcours de soins avec une suppression maintenue de la charge virale qui est garant d'un pronostic meilleur et est garant pour mettre fin à la pandémie un jour. Et il doit être assuré aux patients par tout professionnel de santé, c'est-à-dire que le médecin qui prend en charge le patient doit l'assurer dès l'initiation de la thérapie. Aussi, il doit être des médiateurs bien formés dans ce sens-là peuvent la réaliser par la suite. Il doit être réalisé soit dans des bureaux adaptés à la médiation, mais parfois même le médiateur, il peut se déplacer au lit du malade. S'il s'agit d'un malade hospitalisé qui est incapable de se déplacer, il doit se déplacer au lit du malade pour l'assurer. Cette médiation doit être disponible, accessible et à proximité. Vous voyez dans la photo à droite, c'est le service de maladies infectieuses dans lequel j'exerce. Et vous voyez que la flèche à droite, il désigne l'hôpital de jour. Et juste en face de la porte de l'hôpital de jour, il y a le bureau où est assurée la médiation thérapeutique. Donc, la proximité, il est très importante. Et au Maroc, les médiateurs assurent aussi le rôle des assistants sociaux parce qu'ils s'occupent, ce sont des gens de confiance auxquels parfois les malades se confient, donc ils peuvent demander tout ce qui est social. Et vu qu'on n'a pas l'assistance sociale dans le service, les médiateurs peuvent même assurer, donner des tickets pour le déplacement de ces malades, assurer certains déplacements au sein de l'hôpital. Ils ont joué, les médiateurs, ils ont joué un rôle très important pendant la pandémie Covid pour maintenir les patients sous traitement et qu'il n'y ait pas de rupture. Alors, je vous propose ici d'autres mesures pour une meilleure observance des malades ARV. Alors, l'expérience du Maroc, c'est que la prise en charge de l'infection à VIH, c'est une prise en charge jusqu'à maintenant gratuite en attendant la généralisation de la couverture sanitaire. Il est toujours gratuite pour les migrants subsahariens parce que ce sont des gens vulnérables et on n'a en aucun cas le droit d'arrêter leur suivi ou d'arrêter la délivrance des ARV à eux. La délivrance des ARV se fait chez nous, même si le patient se présente alors qu'il a raté son rendez-vous. On est souple de la donner, même si le patient ne fait pas partie de notre centre de prise en charge. Parfois, les patients, ils viennent à cause de voyage, à cause d'un stage, à cause d'un changement de programme. Ils peuvent se retrouver dans une autre ville. Donc, ils peuvent se présenter dans le centre auquel ils ne font pas partie et ils bénéficieront de la trithérapie. Aussi, on a pu dépanner aussi des étrangers qui se sont retrouvés en rupture au Maroc. L'exemple de la pandémie aussi, je le fais sortir. Et c'était aussi le cas pour des Marocains qui sont suivis à l'étranger. On a pu les dépanner. Il nous arrive aussi d'accepter la prise en charge d'autres patients qui font partie des autres centres de prise en charge, soit qui, à cause de déménagement ou peut-être parce qu'ils veulent la discrétion, parce qu'ils ne veulent pas être connus dans les villes, dans leur ville d'origine. Donc, on accepte aussi de les prendre en charge ou bien s'ils sont adressés d'un autre hôpital, sachant que moi, j'exerce dans un centre hospitalier universitaire qui se trouve au milieu du Maroc, c'est-à-dire tout le sud, il n'y a pas de centre hospitalier, ils sont en cours de construction, donc il nous arrive d'accepter des malades qui viennent à 1000 kilomètres loin de notre centre parce qu'ils ont besoin d'un niveau supérieur de soins. Et la chose très importante qu'on vit, c'est de toujours coordonner avec le pédiatre quand on est devant une famille. C'est-à-dire que les parents ils sont suivis en infectiologie adulte et les enfants ils sont suivis chez le pédiatre, de ne pas multiplier le rendez-vous, un rendez-vous à part pour l'enfant et un rendez-vous à part pour les parents, de synchroniser les rendez-vous parents-enfants pour diminuer la charge et le coût du suivi à la famille.
Et dernièrement, je termine avec des propositions et des recommandations pour une meilleure prise en charge, une meilleure observance de traitement ARV. Donc, on peut proposer de mettre en place des applications des opérateurs téléphoniques qui vont assurer des rappels des rendez-vous aux patients avant même le rendez-vous. D'ailleurs, ce qu'on fait au service, c'est que si un patient rate le rendez-vous, on le rappelle par la suite. Mais ces applications-là, c'est d'abord rappelé avant le rendez-vous et pas seulement après. Aussi, ça existait avant, mais la pandémie Covid nous a appris pas mal de choses. La télémédecine, donc on peut proposer la télémédecine pour le suivi de ces patients. Ça va permettre d'éviter des déplacements et d'assurer la prise en charge même à des patients habitant loin des centres hospitaliers. Troisième proposition, c'est d'impliquer le secteur privé dans la prise en charge. Il y a des patients qui aiment à être suivis dans le secteur privé, donc pourquoi pas. Et aussi, il y a des praticiens du secteur privé qui se portent volontaires, là, qui se portent capables de faire un suivi de ces patients. On a eu l'expérience très timide au Maroc, mais ça peut s'élargir par la suite dans le futur. C'est-à-dire qu'on a des médecins qui pratiquaient déjà dans le public et qui ont quitté le public pour aller travailler dans le privé et qui ont ramené avec eux leurs patients qui étaient suivis dans le public pour les suivre en privé. Et même des patients qui, s'ils sont diagnostiqués par ces médecins-là au niveau du privé, ils vont parmi eux, il y en a ceux qui préfèrent être suivis par ce médecin-là qui a fait son diagnostic. Donc, pourquoi pas ne pas impliquer le secteur privé dans la prise en charge. Alors, une autre proposition, c'est que nous, on l'a remarqué, c'est que on veut proposer à ce qu'il y ait une prise en charge intègre, complète, un paquet de prise en charge complet, même concernant le dépistage de certains cancers. Et ça venait d'une remarque qu'on a fait dans notre pratique, c'est que les femmes vivant avec le VIH ne vont pas aux campagnes de dépistage de cancer du col, malgré que il est le deuxième chez la femme et la femme vivante avec le VIH, il est très concernée par le cancer du col. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rendu le dépistage ou la réalisation du frottis cervico-vaginal une pratique au niveau de l'hôpital de jour, des services des maladies infectieuses. Et ça nous a permis quand même de faire un travail et même de le publier. Malheureusement, on a arrêté avec la pandémie, mais ça n'empêche pas que si ces volets-là de dépistage de cancer chez la femme vivante avec le VIH soit une partie intégrée dans la prise en charge de la femme VIH, ça sera une chose très importante pour améliorer la prise en charge et pour améliorer ce lien des patients vivant avec le VIH avec les centres de prise en charge. Et je vous remercie.